Il y a quelque chose de doucement dévastateur dans la façon dont l'addiction s'insinue dans nos vies. On ne la remarque pas toujours au début. Ce n'est pas toujours une seringue ou une bouteille. Parfois, cela ressemble à votre 9e défilement sur Instagram en moins d'1 minute. Parfois, c'est le besoin d'un message de quelqu'un juste pour se sentir bien. Parfois, c'est un 2e épisode, puis un 3e, puis une saison, et cela commence à sembler normal jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Vous ne courez plus après un high, vous fuyez un low, et le plus effrayant est que la plupart d'entre nous ne savent même pas d'où vient ce low. Et si vous demandiez au psychologue suisse Carl Jung comment traiter l'addiction, il ne commencerait pas par une désintoxication. Il ne se concentrerait même pas sur le comportement, il vous interrogerait sur votre âme. Car Jung croyait que l'addiction n'était pas le problème. C'était le symptôme. Nous vivons dans un monde privé de dopamine et obsédé par les stimuli. Notre cerveau essaie constamment de se sentir mieux, mais il est coincé dans une boucle. La dopamine, le produit chimique que nous associons à la motivation et à la récompense, s'épuise. Non seulement à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que nous ne comprenons pas de nous-mêmes. Jung appelait cela la déconnexion du soi. Pas votre ego, pas votre titre professionnel, le soi, la version la plus profonde et la plus intégrée de qui vous êtes vraiment. La partie de vous qui est connectée au but, à la créativité et au sens. L'addiction, selon Jung, est une soif spirituelle, un appel de l'inconscient, non seulement pour un soulagement, mais pour l'entièreté. Selon ses propres mots. Toute forme d'addiction est mauvaise, peu importe que le narcotique soit l'alcool, ou la morphine, ou l'idéalisme. Ce qu'il voulait dire, c'est « la racine n'est pas la substance, c'est le vide ». C'est là que la plupart des approches modernes de l'addiction échouent. Nous traitons l'habitude, mais nous ne rencontrons pas l'humain. Nous colmatons la fuite, mais ignorons la fondation fissurée. Jung croyait que la guérison durable ne se produit que lorsque nous sommes assez courageux pour regarder à l'intérieur de nous, dans les parties d'ombre de nous-mêmes que nous avons enfouies. Les parties que nous jugeons, les parties que nous craignons, les parties qui ne demandent qu'à être vues, pas réduites au silence. Et si cela vous semble accablant, vous n'êtes pas seul. Parce que voici la vérité. L'ombre n'est pas mauvaise, c'est de l'énergie refoulée, et ironiquement, c'est là que réside la guérison. Mais voici le plus étonnant. Attendez. Jung ne nous a pas seulement laissé des théories, il a laissé une carte, une boîte à outils psychologiques et spirituels pour commencer à réintégrer ce qui a été perdu. Des outils qui nous aident à comprendre pourquoi la dopamine a disparu en premier lieu et comment vivre d'une manière qui la restaure naturellement. Non pas en recherchant le plaisir, mais en s'alignant sur son but. Nous allons aborder ces outils. Des outils pratiques, spirituels, même ceux que vous pouvez commencer aujourd'hui. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous découvrirez n'est pas seulement comment traiter l'addiction, c'est comment enfin comprendre la partie de vous qui a appelé à travers elle. Et avant de continuer, si vous aimez élargir votre esprit et explorer les couches plus profondes de la vie, assurez-vous de vous abonner à Fractal Wisdom afin de ne jamais manquer un moment de ce voyage intérieur. Alors, si l'addiction est le symptôme et non la cause, qu'y a-t-il en dessous ? Parlons de la dopamine, non pas comme un mot à la mode, mais comme un messager. La dopamine n'est pas seulement la substance chimique du bien-être, c'est la force motrice derrière chaque petite action qui nous fait nous sentir vivants. C'est la motivation, l'anticipation et la récompense. Le ping d'un message, la première bouchée de dessert, le texte chaleureux qui dit « je pense à toi ». Et quand votre taux de dopamine est bas, la vie commence à paraître grise, sans inspiration et plate. C'est là que l'envie commence. Mais l'épuisement de la dopamine ne commence pas avec Netflix ou la restauration rapide. Il commence généralement bien plus tôt. Il commence par la suppression émotionnelle, par des environnements où l'authenticité avait un coût, où vous deviez peut-être être le bon enfant, le fort ou le sauveur. Vous avez appris à mettre vos besoins de côté pour survivre. Et dans cette mise de côté, vous vous êtes déconnecté du soi. Jung appelait cela le clivage psychique. C'est lorsque vous enterrez les parties de vous qui n'étaient pas les bienvenues et que vous construisez un masque à la place. Et que fait le cerveau face à ce genre de déconnexion chronique ? Il cherche un soulagement.
Certains le poursuivent dans une bouteille, d'autres chez un partenaire ou sur un écran. Mais ce n'est pas l'objet. C'est le sentiment qu'ils essaient de recréer. Une étincelle de sens, un sentiment d'être suffisant, même si ce n'est que pour un instant. Nous sommes donc pris non pas dans l'addiction, mais dans une boucle, vide intérieur conduisant à un crash de dopamine, comportement d'évasion, honte, puis encore plus de vide. Carl Jung a compris que guérir cette boucle n'est pas une question de volonté, c'est une question d'intégration. Il a écrit un jour « On n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela signifie se tourner vers la partie de soi qui souffre, ne pas l'éviter. Cela signifie demander « Quelle douleur cette addiction essaie-t-elle d'anesthésier ? Et quelle partie de moi ai-je abandonnée pour faire face ?» C'est là que l'approche de Jung diffère radicalement des modèles traditionnels. Il ne voulait pas seulement que vous soyez sobre, il voulait que vous soyez entier. Et cette entièreté commence par la conscience, en voyant les schémas non pas comme des échecs, mais comme des indices, de petits signaux de fumée de votre inconscient vous guidant vers la maison. C'est pourquoi Jung croyait que les rêves étaient sacrés, pourquoi les symboles et les archétypes importaient. C'étaient des messages des parties de nous-mêmes que nous avions oubliées. L'enfant, le rebelle, le guérisseur, le blessé, tous toujours vivants en vous. Et tant que nous ne leur ferons pas de place, nous continuerons d'essayer de nous sentir entiers à travers des choses qui n'ont jamais été destinées à nous compléter. Mais il y a une bonne nouvelle, car le moment où vous cessez de voir l'addiction comme un échec et commencez à la voir comme un message est le moment où la guérison commence. L'addiction n'est pas qui vous êtes. C'est un mécanisme d'adaptation que votre psyché a créé pour vous protéger d'une douleur que vous n'avez jamais pu traiter. Mais maintenant, vous êtes prêt, vous êtes curieux, et c'est tout ce qui compte. Alors, explorons 3 outils, pratiques, spirituels et nourrissants pour l'âme, qui peuvent vous aider à vous connecter à votre moi profond et à révéler ce qui se cache réellement derrière ces schémas compulsifs. Ces outils ne visent pas à combattre l'addiction, mais à l'écouter. Outil numéro 1, le travail de l'ombre. L'idée la plus révolutionnaire de Carl Jung était l'ombre, la partie cachée de notre psyché où nous stockons tout ce que nous avons rejeté, nié ou jugé à notre sujet. La colère, la tristesse, la jalousie, la peur, même le désir de se sentir puissant, aimé ou vu. Ces parties ne disparaissent pas. Elles passent simplement dans la clandestinité et se manifestent à travers nos addictions, nos projections et nos schémas. Le travail de l'ombre est le processus qui consiste à rendre l'inconscient conscient. C'est s'asseoir avec soi-même et demander quelle partie de moi ai-je enfermée parce que je pensais qu'elle était inacceptable. Quelle vérité ne veux-je pas regarder, mais ai-je désespérément besoin de regarder ? Vous pouvez commencer le travail de l'ombre par le journal intime. Essayez de vous demander si mon addiction avait une voix, que me dirait-elle ? Écrivez sans jugement. Laissez-la parler. Vous pourriez être surpris de la quantité de vérité qui attend juste sous la surface. Outil numéro 2, le travail de respiration. Breathwork. Or, Jung n'a jamais enseigné le travail de respiration, mais s'il était vivant aujourd'hui, il pourrait le considérer comme l'un des moyens les plus directs de rencontrer l'inconscient à travers le corps. Le travail de respiration est la pratique qui consiste à utiliser une respiration rythmique, consciente, pour contourner l'esprit pensant et puiser dans l'énergie émotionnelle stockée. Notre souffle est la seule fonction corporelle à la fois automatique et sous notre contrôle, et il peut être utilisé comme un portail vers l'inconscient. Lorsque vous respirez consciemment, surtout selon un schéma connecté ou circulaire, vous envoyez un signal à votre système nerveux qui dit « c'est sûr maintenant ». Vous pouvez laisser aller. Ce qui s'ensuit souvent est la libération d'émotions enfouies, de traumatismes non résolus ou même de souvenirs oubliés depuis longtemps. Certaines personnes pleurent, d'autres rient, d'autres tremblent, d'autres ressentent une clarté qu'elles n'avaient jamais ressentie auparavant. Ce n'est pas seulement une désintoxication émotionnelle, c'est une intégration psychologique. Vous effacez les blocages énergétiques que l'addiction a tenté d'engourdir. L'addiction engourdit. Le travail de respiration révèle.
Même une seule séance peut vous faire réaliser que ce que vous désiriez n'était pas une substance. C'était vous-même. Outil numéro 3. Le rituel symbolique comme dialogue avec l'âme. Carl Jung a souvent dit « l'âme parle par image ». C'est pourquoi les symboles, les rêves et les rituels ont un tel pouvoir. Ils contournent l'intellect et parlent directement à l'inconscient. Lorsque nous sommes coincés dans l'addiction, ce ne sont pas seulement nos habitudes qui sont désynchronisées. C'est souvent notre monde intérieur qui a été réduit au silence ou ignoré. Le rituel devient un moyen de rouvrir ce dialogue. Mais nous ne parlons pas de cérémonie vide. Nous parlons d'un acte conscient de connexion. Voici un rituel symbolique puissant que vous pouvez essayer. Trouvez un endroit calme et allumez une bougie. Le feu est un symbole intemporel de purification. Asseyez-vous devant un miroir et regardez-vous dans les yeux. Non pas pour juger, non pas pour critiquer, mais pour témoigner. Dites à voix haute. Je sais que j'ai essayé d'échapper à quelque chose. Je ne le comprends pas encore complètement, mais je suis là, prêt à écouter. Écrivez une lettre à la partie de vous qui est addicte. Non pas pour lui faire honte, mais pour la comprendre. Ensuite, pliez-la et placez-la sous la bougie. Laissez-la brûler pendant 15 minutes pendant que vous respirez et restez simplement présent. Il s'agit moins de réparer que de se reconnecter. Vous faites savoir à votre moi profond que vous n'êtes plus seul. Alors maintenant que nous avons examiné les symptômes, que nous avons rencontré l'ombre et commencé le travail de reconnexion, il est temps pour la véritable alchimie, la transformation. Parce que guérir l'addiction ne consiste pas seulement à rompre une habitude. Il s'agit de devenir quelqu'un de nouveau, ou plutôt quelqu'un de plus vrai. Il s'agit de répondre à l'appel que l'addiction tentait de faire taire depuis le début. C'est le chemin que Carl Jung a appelé l'individuation. Le voyage pour devenir votre soi entier. Non pas parfait, non pas poli, mais intégré. Vous voyez, la plupart des gens pensent que guérir signifie revenir à qui ils étaient avant l'addiction. Mais Jung vous dirait que cette version de vous était déjà clivée, déjà déconnectée, déjà en souffrance. Le but n'est pas de revenir en arrière, c'est de traverser et de devenir la version de vous vers laquelle l'addiction vous pointait. La version de vous qui se sent entière sans avoir besoin de s'échapper. Parlons de ce à quoi cela ressemble réellement dans la vie de tous les jours. Première étape, créez une vie qui nourrit votre âme, pas seulement votre emploi du temps. Jung croyait que la plupart des névroses provenaient d'une vie non vécue. Cela inclut le travail qui vous épuise, les relations qui vous engourdissent, la routine qui laisse votre esprit inexprimé. Vous ne guérissez pas dans un vide, vous guérissez dans un environnement qui reflète votre vérité. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui dans ma vie nourrit l'addiction et qu'est-ce qui nourrit mon authenticité ? Commencez petit, un choix par jour, une conversation honnête, un exutoire créatif, une limite honorée. Ce ne sont pas seulement des actes de discipline, ce sont des actes de l'âme. Deuxième étape, laissez le sens remplacer la stimulation. L'addiction prospère dans une vie surstimulée et sous-connectée. Nous faisons défiler au lieu de parler, nous faisons des binges au lieu de réfléchir, nous consommons au lieu de créer. Alors, au lieu de demander comment arrêter l'habitude, demandez ce que cette envie réclame. Émotionnellement, spirituellement, remplacez la boucle de dopamine par des boucles de sens. Des choses comme créer de l'art sans le juger, s'asseoir en silence et se demander ce que l'on ressent, lire quelque chose qui vous émeut, pas seulement qui vous divertit, passer du temps avec des gens qui offrent de l'espace, pas seulement des bavardages. Lorsque votre vie devient un espace où votre vrai moi est le bienvenu, l'addiction commence à perdre son emprise. Troisième étape, voyez la rechute comme un messager, pas comme un échec. Jung était clair. La guérison n'est pas linéaire. L'inconscient ne se déplace pas en ligne droite. Il fait des spirales, il tourne en rond, il répète des schémas jusqu'à ce qu'il soit vraiment intégré. La rechute, si elle se produit, n'est pas honteuse. C'est une information. C'est votre psyché qui dit « vous avez manqué quelque chose ». Regardons à nouveau. Vous n'êtes pas revenu à la case départ. Vous êtes juste sur une couche plus profonde de la spirale. Et cette fois, vous avez des outils. La conscience, le langage, la communauté, la compassion.
Le véritable miracle est lorsque l'addiction devient la raison pour laquelle vous vous êtes trouvé. Lorsque la chose qui vous a autrefois brisé devient la porte d'entrée de votre libération. Car c'est cela l'individuation. Pas l'amélioration de soi, pas la guérison, c'est la réappropriation. Le retour de toutes les parties perdues de vous. L'ombre, l'enfant, l'artiste, le rêveur, le chercheur spirituel, et les tisser ensemble dans une vie cohérente et radieuse. Alors, si vous attendiez un signe, le voici. C'est le début de votre retour. Si ce voyage vous a parlé, même dans un murmure, commentez ci-dessous « Je rentre à la maison ». Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Fractal Wisdom pour plus de vidéos qui vont bien au-delà de la surface et directement dans l'âme. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de devenir. Votre vrai moi vous attend.